Eh bien, je constate, Michel Blanc, que depuis la sortie de Tenue de soirée, vous vous présentez partout imberbe, ce qui nous a permis de découvrir d'ailleurs un fort joli sourire. Hein. Et alors, je voudrais vous poser une question. Pourquoi cette moustache avant que vous n'en ayez plus? Maintenant, je comprends, mais pourquoi cette moustache avant? Figurez-vous que c'est parti d'une blague. C'est aussi bête que ça. Il y a environ 7 ans, donc je jouais avec la troupe du Splendide tous les soirs. On est parti en vacances, et souvent en vacances, je ne me rase pas pour des raisons évidentes de flemme. Et en rentrant, j'avais un peu de barbe partout, quoi, y compris là. Puis je me suis dit, tiens, je vais faire une blague à mes camarades. On avait répété l'après-midi, donc j'avais encore la barbe. Et je me suis dit, ce soir, je vais me raser, puis je garderai avec la moustache. Et ils vont me dire, oh, t'as une tête d'imbécile, et ça va peut-être les faire rire en scène. Et je me suis rasé, j'ai gardé la moustache, ils n'ont pas ri en scène, et en sortant, ils m'ont dit, t'es mieux avec que sans. Et voilà, je suis resté 7 ans avec, donc vous voyez, c'est parti comme ça, c'était même pas une volonté. Et maintenant que vous êtes retrouvé imberbe, vous avez tendance à préférer le moustachu ou... Je me sens très à l'aise comme ça, mais si on réclame, si demain Mankiewicz m'appelle en me disant je vous fais tourner un rôle si vous vous faites repousser la moustache, je dirais oui. J'ai pas de... Ce personnage d'homme-femme ou d'hermaphrodite, je sais pas, hein. Vous allez partout disant, très gentiment, et à juste titre d'ailleurs, combien c'est agréable pour un acteur de tomber sur un scénario aussi bien écrit, avec des répliques aussi admirablement conçues, etc. Mais vous ne précisez pas pour un acteur, auteur, parce qu'enfin, vous-même, vous avez une belle plume, et je ne vois pas pourquoi on l'oublierait. Vous êtes gentil, mais je ne répondrai pas à la deuxième partie de votre question, parce que c'est un compliment très agréable, alors, merci. Mais moi, quand je joue dans un film avec un metteur en scène, je suis acteur, point. C'est-à-dire que le reste, comme en plus le metteur en scène en question est un auteur formidable et que non seulement j'ai pas eu envie ni besoin de changer une virgule ou un mot, mais en plus ça aurait été lamentable parce que c'est absolument sublimement écrit, il n'y avait pas d'auteur du tout dans le coin. Il n'y avait qu'un acteur qui essayait de faire son mieux. Et j'ai envie que ça se passe comme ça. C'est-à-dire que éventuellement, si tant est que je puisse écrire, j'ai plutôt envie d'écrire pour d'autres et de mettre en scène des gens, mais pas de me mettre en scène moi ni d'écrire pour moi, et d'être acteur, point, et d'être acteur et de m'en remettre entièrement à un metteur en scène. Ça, c'est ce que je trouve extrêmement intéressant. Le reste même, je l'ai fait parce qu'on ne me proposait pas de rôle formidable, sinon je pense que je me serais jamais mis en scène moi. C'est ça, j'allais dire, quand est-ce que finalement, en fait, l'auteur se réveille? C'est le plus souvent parce qu'il est lui-même à l'affût d'un scénario qui l'intéresse. C'est-à-dire que le problème était pour moi, et il a failli se reposer là, c'est-à-dire qu'après Marche à l'ombre qui a vraiment très très bien fonctionné, j'ai attendu 1 an et demi avec des propositions qui ne m'intéressaient pas et je me suis dit non, je ne veux pas, puisque j'ai eu la chance d'avoir un gros succès, je ne vais pas accepter des films avec des réticences. Donc j'ai attendu 1 an et demi. Au bout d'1 an et demi, je me suis dit peut-être que je n'intéresse absolument aucun metteur en scène, entre guillemets auteur, parce que je dis entre guillemets parce que aucun bon metteur en scène, quoi, ou en tout cas aucun bon auteur. Et je me suis remis à écrire en me disant puisque l'acteur est au chômage depuis 1 an et demi, je vais lui réécrire quelque chose. Puis Bertrand m'a appelé, m'a proposé ça, j'ai posé la plume immédiatement. Lorsque vous écrivez, il y a un rôle que vous tiendrez vous-même. Vous devez être terriblement tenté d'aller vers la tendance Woody Allen, non? C'est très flatteur, mais je ne l'analyse pas comme ça. C'est-à-dire que je suis surtout très tenté d'aller vers une évidence qui n'est peut-être pas très très enrichissante ou qui n'élargit peut-être pas énormément le personnage, parce qu'effectivement j'ai tendance à aller vers une construction de personnages qui le rapproche de moi, et ça c'est pas très intéressant. Je trouve plus intéressant pour un acteur d'essayer de rentrer dans l'univers de quelqu'un d'autre plutôt que de faire le trajet inverse. Et c'est vrai que si j'écris pour moi, je n'ai pas suffisamment confiance dans l'acteur Michel Blanc pour lui écrire n'importe quoi. Donc je lui écris des choses qui sont proches de lui. Et c'est pas très très formidable. Enfin, je veux dire que une fois, 2 fois ça va, mais après c'est vite répétitif. Et je pense que c'est lassant pour moi et ça va le devenir très très vite pour les spectateurs. Donc j'ai plutôt envie j'aimerais bien que d'autres gens de l'envergure de Bertrand m'écrivent des rôles. J'ai rencontré récemment ce Géorgien que vous connaissez certainement très bien, Yossel Yanni, et qui lui me disait combien il regrettait de ne plus trouver dans le cinéma français
un certain charme d'écriture notamment qui était sa caractéristique jadis. Il pensait aux films de Prévert, Oui. de Clair, etc. C'est vrai qu'il y a eu un grand vide, en tout cas ces dernières années. Bertrand me paraît tout à fait dans la lignée de ces grands auteurs-là. Je trouve que les dialogues de Bertrand sont, qu'on le veuille ou non, dans la lignée des grands dialogues, hein, effectivement de Prévert, de Janson, de certains films écrits par Orange et Bosque aussi, qui sont... Enfin, un est encore vivant, heureusement, l'autre est mort, mais qui sont vraiment des grands auteurs. Et c'est vrai que Bertrand a été nourri à ce lait de par son père et de par les films que son père tournait et de par les acteurs qu'il fréquentait et le cinéma qu'il faisait. Donc il y a une grande filiation. Et c'est vrai que c'est un grand bonheur pour un acteur de se retrouver en face d'un texte comme ça. Parce qu'on le dit avec gourmandise, parce qu'on retrouve des plaisirs de théâtre, qu'on retrouve des plaisirs musicaux en le disant, en même temps que des plaisirs intellectuels et des plaisirs de jeu d'acteurs. Alors, mais seulement c'est très rare. Hein. Et il y a eu effectivement assez peu de films dans cette lignée-là ces derniers temps. C'est vrai que le cinéma français a eu un... Enfin, je ne veux pas faire l'analyste, parce que qu'est-ce que ça veut dire le cinéma français? Parce qu'à la même époque, il y avait Resnais qui faisait autre chose, puis Godard qui faisait autre chose, puis donc hein, le cinéma français, c'est quand même très divers, heureusement d'ailleurs. Non mais disons qu'il y a eu toute une part du cinéma, disons grand public, ou en tout cas aimé par le grand public, qui se cantonnait à une réalité quotidienne et à des dialogues purement fonctionnels. Passe-moi le sel, je t'aime, pas moi. Bon. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être un peu limité. C'est vrai que cette école hyper réaliste et je sais pas comment la définir, moi, quotidienne, n'est peut-être pas porteuse de délire, de rêve, de fantasmes, donc d'images et de force. Et le cinéma de Bertrand, lui, est très porteur de fantasmes et très porteur de force, je crois. C'est Bertrand qui vous a d'ailleurs réservé un rôle qui me semble tout à fait aux antipodes de ce que vous réservez habituellement, pas seulement parce qu'il vous a changé partiellement de sexe, mais vous jouiez toujours des personnages qui avaient une idée derrière la tête, un peu tordue, un peu sournois, non? Enfin, généralement. Or ici, on pourrait dire qu'Antoine, c'est le seul vraiment sincère de toute la galerie, parce qu'il n'y a pas que le trio, il y a toute la galerie de ceux qui les filment. À un moment, le personnage que joue Gérard, Bob, lui dit quel effet ça te fait d'être une proie. Et je crois que ça définit parfaitement le personnage. C'est vraiment une proie. C'est quelqu'un qui est là, riche de ses seuls yeux candides, qui a envie d'aimer et d'être aimé. Et puis, il se trouve qu'autour, il y a des gens qui ont d'autres idées. Et que lui a tellement envie d'être aimé que son univers se borne à ça et à essayer de tenir le coup et à essayer d'y voir clair surtout. Parce qu'il y a un moment où il bascule, il ne sait plus où il en est.